Hello, c'est Eugène. Dans cette leçon, je vais vous montrer comment configurer l'accès réseau sur les distributions CentOS et Red Hat. Et toutes les configurations que nous allons voir dans cette leçon s'appliquent à la version CentOS ou Red Hat 7, 8 et 9. Okay. Alors, il existe deux types de configuration pour l'accès au réseau. Il y a ce qu'on appelle la configuration statique où les paramètres du réseau sont entrés manuellement et ces paramètres ne changent pas jusqu'à ce que l'administrateur les change à nouveau. Et aussi, vous avez la configuration dynamique par le biais du DHCP, okay, où vous configurez votre machine comme étant un client DHCP. Alors, dans la configuration statique, les paramètres, comme je l'ai dit, sont configurés manuellement, ne changent jamais. Généralement, c'est le mode utilisé pour la configuration des serveurs. Et les paramètres nécessaires pour permettre à votre machine d'avoir accès au réseau, ça va être l'adresse IP. Donc il faut assigner une adresse IP à votre machine, il faut le masque qui permet à la machine de déterminer l'adresse du réseau dans lequel elle se trouve. Et vous avez la passerelle du réseau. La passerelle, ça peut être soit le routeur par lequel votre machine passe pour avoir accès à Internet ou bien pour avoir accès au réseau externe. Et vous avez, surtout dans le cas où vous voulez avoir accès à Internet, d'avoir besoin d'un serveur DNS qui va se charger de résoudre les noms en adresse IP pour votre machine. Okay, ce sont les paramètres en général qu'il faudra fournir pour permettre à votre machine d'avoir accès au réseau. Alors dans le cas de la configuration dynamique ou encore le cas de la configuration dynamique par le biais du DHCP, c'est ce mode de configuration beaucoup plus simple. Il suffit d'éditer le fichier de configuration de l'interface et changer le protocole et dire à la machine d'utiliser le DHCP. Donc le DHCP qui veut dire Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole de configuration dynamique de l'hôte, permet à la machine de automatiquement obtenir tous les paramètres d'accès réseau à partir d'un serveur DHCP. Et donc généralement l'offre fournie par le serveur DHCP vient avec un bail attaché qui représente en fait la durée maximale de conservation, du moins la durée à laquelle la machine peut continuer à utiliser l'adresse IP fournie par le serveur DHCP. Alors comment tout cela fonctionne? C'est tout simple. Si vous configurez votre machine pour utiliser le DHCP ou pour être en mode DHCP client, il va ensuite faire ce qu'on appelle envoyer un message de broadcast qu'on appelle DHCP Discovery pour demander à tous les DHCP serveurs qui existent sur le réseau de lui fournir une adresse IP. Donc le DHCP serveur disponible va lui fournir en fait son adresse IP, va lui fournir une adresse IP, un certain nombre de paramètres tels que par exemple le masque, le gateway, etc., etc., toutes ces informations. Okay. Une fois que la machine reçoit l'offre du premier DHCP disponible, alors la machine va maintenant annoncer à tous les autres DHCP serveurs qui existent dans le réseau que effectivement il va devoir utiliser en fait cette offre qu'il a reçue de la part de DHCP précédent. Donc il va le faire sous forme de broadcast pour permettre aux autres DHCP serveurs de renoncer à lui faire une nouvelle offre. Okay? Et une fois que ce message arrive au niveau du serveur DHCP qui avait fait l'offre, le serveur DHCP maintenant confirme effectivement avec un DHCP ACK, c'est ce qu'on appelle en anglais acknowledge, pour confirmer effectivement que donc cette offre-là a été validée et acceptée par cette machine et il va marquer cette adresse-là comme étant une adresse en cours d'utilisation. Voilà comment ça fonctionne. Alors, sans plus tarder, on va voir comment configurer l'accès réseau sur les distributions Linux, Red Hat et CentOS. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est de savoir lister votre adresse IP. Alors, la commande la plus utilisée pour lister l'adresse IP sur votre machine, ça va être la commande afconfig. Si vous tapez afconfig, il va vous afficher toutes les interfaces qui existent dans votre machine, les interfaces réseau aussi bien que leur adresse IP. Par exemple ici, ça c'est l'interface Ethernet INP0S3. Le IN ici, excuse-moi, veut dire Ethernet, le P0 c'est le numéro de bus et ça c'est le numéro de slot. Et puis vous avez le concept de flag qui en fait c'est un code qui dit tout simplement que en fait cette interface permet aussi bien de communiquer en mode broadcast et multicast. En fait, running ici, ça veut dire tout simplement que l'interface est active et fonctionnelle. Alors vous avez le MTU qui représente le maximum taille unit, qui représente la taille maximale d'une trame qui peut traverser cette interface. Ensuite, vous avez INET qui représente l'adresse Internet. Donc INET est suivi par l'adresse IP de cette interface. Donc l'adresse IP de cette interface actuellement c'est 192.168.1.181.
Ok, et là c'est le netmask, donc ça représente le masque de sous-réseau. Et vous avez ce qu'on appelle tout simplement l'adresse de broadcast du réseau dans lequel se trouve cette interface. Alors ensuite ici, vous avez l'adresse IPv6, ce qu'on appelle l'adresse de link local. Comme vous voyez, ça commence par un F80. Ça veut dire que c'est une adresse de link local qui permet de faire une communication en local, sur le réseau local ici, IPv6. Comme vous pouvez le noter ici, le préfixe c'est de 64 qui représente la partie réseau de cette adresse. Et vous avez le scope ID pour dire tout simplement que la portée de cette adresse n'est qu'au niveau du lien. Ça permet de communiquer seulement ici en local. Par contre, ici, vous avez deux adresses IPv6. Là, c'est une adresse globale par rapport tout simplement à ses premiers octets. Donc, c'est une adresse globale, comme vous pouvez le noter ici. Le préfixe 64, ça veut dire la partie réseau est codée sur 64 bits et vous avez la portée de l'adresse qui est globale, ce qui veut dire tout simplement que cette adresse permet de communiquer universellement et même sur Internet. Alors, Ether, ça c'est pour indiquer tout simplement que l'adresse qui suit est l'adresse Ethernet de cette interface, ce qui représente encore ce qu'on appelle l'adresse MAC de l'interface. Ce qu'on appelle la transmission QLAN, ça représente tout simplement la file d'attente pour la transmission, la longueur de la file d'attente de la transmission sur cette interface. Comme vous savez que les paquets qui arrivent sur une interface sont d'abord placés dans une file d'attente, triés avant d'être envoyés. Alors ici, la longueur de cette file d'attente est de 1000 octets. Et ici, vous avez un certain nombre d'informations telles que le nombre de paquets transmis, etc. RX, c'est le nombre de paquets reçus, nombre de paquets reçus avec erreur, nombre de paquets transmis, TX, et nombre de paquets transmis avec erreur. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle l'interface loopback. Donc ça, c'est l'interface ici. Donc, on vous le notez ici, le scope, c'est au niveau de l'autre. Ça veut dire tout simplement, ça permet de communiquer au niveau de cette machine seulement. On ne peut pas communiquer directement sur le réseau. Et vous avez l'adresse de loopback qui représente le 127.00.1 qui indique la machine locale. Et vous avez aussi l'adresse de loopback pour le IPv6. D'accord. Et la même chose ici, les statistiques sur les paquets transmis et reçus. Et vous avez l'interface BR0 qui est une interface en général qui est automatiquement créée durant l'installation pour connecter la machine à l'interface NAT. Ok. Alors, l'adresse, du moins la commande afconfig ne vient pas par défaut installée sur la version 8 et 9. Si pour certaines raisons vous n'avez pas afconfig installé, vous pouvez l'installer en utilisant la commande yum -y install, comme ça ici, nettool. Le nom du paquet qui fournit en fait cette commande s'appelle nettool. Il suffit d'installer nettool. Comme il est déjà installé, je n'ai pas besoin de le faire ici. Alors, si vous n'avez pas afconfig, vous pouvez aussi utiliser la commande IP address show pour afficher votre adresse IP. Même chose ici, ça c'est ce qu'on appelle l'interface loopback. Donc ici, vous voyez loopback, il est actif. Lower app, ça veut dire tout simplement l'interface physique est active. Il fonctionne bien, ça c'est le MTU maximum taille unit comme on l'a dit, et le QDisc qu'on appelle tout simplement la QDisc discipline, ou encore tout simplement la file d'attente, le modèle de file d'attente utilisé. Il n'y a pas de file d'attente pour en fait cette interface loopback. On voit ici, l'interface loopback n'a pas d'adresse MAC, n'a pas d'adresse de broadcast. Par contre, elle a une adresse IP, donc l'adresse IP du loopback c'est 127.0.0.1. Le scope ou encore la portée c'est au niveau local. On permet seulement de communiquer, de faire des tests ici sur cette machine en local. Alors la validité de cette adresse, de l'adresse de loopback, c'est pour forever, ce qui veut dire tout simplement, vous voyez LFT ça veut dire lifetime. Donc forever ça veut dire tout simplement que cette adresse elle est valide pour toujours. Même chose ici, donc ici ça c'est l'adresse de loopback pour la version IPv6. Et vous avez ici aussi l'interface INP0S2 qui est l'interface Ethernet ici sur cette machine. Vous avez broadcast comme on a vu, donc ça broadcast multicast, ça veut dire que sur cette interface ça permet de faire de la communication en mode broadcast multicast. L'interface elle est active, la couche physique elle est active, ça veut dire le câble est bien connecté et fonctionnel. Le MTU, ce QD discipline, ça veut dire tout simplement le modèle de file d'attente utilisé, ça s'appelle ici le FQI Codel. L'état de l'interface elle est active et elle appartient au groupe default. Et ça c'est la longueur de la file d'attente.
Alors ici, le lien link Ethernet, hein, c'est suivi par l'adresse MAC. Donc cette adresse ici représente l'adresse MAC de cette interface. Hein, donc c'est la même chose qu'on avait vu dans le cas de la commande afconfig. Donc ça c'est l'adresse MAC. Et ici l'adresse de broadcast au niveau du lien physique. FFF. Alors vous avez INET, hein, INET ou encore adresse Internet. Donc ici, le INET précède l'adresse IP de cette interface-là. Donc l'adresse IP de cette interface, c'est ce qu'on a vu, hein, 192.168.1.84. Le /24, ça représente tout simplement le masque de sous-réseau. Hein, donc en termes de longueur de bits, ça veut dire tout simplement les 24 premiers bits de cette adresse représentent la partie réseau. Et ici, vous avez l'adresse de broadcast, hein, l'adresse IP de broadcast qui permet à cette machine de pouvoir envoyer des messages à toutes les machines qui se trouvent dans le sous-réseau de cette adresse-là. Alors, le scope, c'est global, hein, donc ça veut dire tout simplement que cette adresse permet de communiquer universellement et aussi sur Internet. Dynamic, ça veut dire que cette adresse a été obtenue par le biais du DHCP. Nos préfixes routes, il n'y a pas de préfixe de routage associé à cette adresse et en cas de routage, cette interface sera utilisée pour sortir du réseau. Vous avez ce qu'on appelle le valide LFT, donc la longueur ou encore lifetime of this address. Par exemple ici, ça représente la durée maximale de cette adresse, hein, donc par rapport au fait que c'est une adresse qui a été reçue par le biais du DHCP. Donc, vous voyez que la durée de cette adresse ou la validité de cette adresse ou encore ce qu'on appelle le bail, ça reste 68 190 secondes. Donc si vous calculez, c'est à peu près 20 heures et quelques. Ok. Prefer lifetime aussi c'est de 60. Après cela, cette adresse va expirer. Il va falloir que la machine puisse renouveler cette adresse. Même chose ici. Donc vous avez ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'adresse globale IPv6 qui permet à cette machine de communiquer au niveau global de Internet, etc. Cette adresse a été fournie par cette machine par le biais du DHCP6. Donc vous voyez ici dynamique, la portée c'est global. Et aussi, il a eu un lifetime, ce qui représente la durée de bail, hein, donc ce qui reste pour que cette adresse-là puisse expirer avant que la machine puisse la renouveler. Et vous avez ce qu'on appelle l'adresse IPv6 link local ici, hein, donc comme vous le voyez ici, il est précédé par FE80. On permet de communiquer ici en local avec cette adresse. Alors la validité de cette adresse, elle est pour toujours, hein, parce que tout simplement c'est une adresse qui a été automatiquement fabriquée par la machine, donc elle peut la conserver indéfiniment. Et vous avez l'interface VRBR0, comme je l'avais dit, qui permet en fait de connecter cette machine à l'interface NAT. Et cette adresse virtuelle, cette interface pardon, virtuelle est créée durant l'installation de cette machine. Ok. Alors notez tout simplement que il y a ce qu'on appelle, vous pouvez utiliser les diminutifs, vous pouvez aussi utiliser la commande, vous pouvez juste faire IPA, hein, ça permet d'afficher aussi la même chose, ou bien vous pouvez faire IP link show. Par contre, si vous faites IP Link Show, il vous montre un résumé de vos différentes interfaces ici. Comme vous le notez ici, dans le cas de IP Link Show, il vous montre l'interface loopback, l'interface INP0S, qui est l'interface Ethernet, etc. et l'interface VRBR0. Mais il ne vous montre pas les adresses IP. Mais ça permet d'avoir tout simplement une idée des interfaces physiques et virtuelles qui existent ici sur cette machine. Ok. Alors, regardons comment on peut faire une configuration statique pour les adresses IPv4 sur notre machine Linux. Alors, comme je l'ai dit, hein, donc les fichiers de configuration des interfaces réseau sous les distributions Red Hat et CentOS se trouvent dans le répertoire etc6 config network script. Chaque interface va avoir son propre fichier de configuration. Alors si le fichier de configuration n'existe pas, il va falloir la créer et la populer, hein, donc en ajoutant ces informations-là. Ok. Et par défaut, les fichiers des interfaces existent déjà. Ok. Donc ici, regardons comment on peut configurer statiquement une adresse IP sur une interface Ethernet. Ici, dans mon cas, je n'ai qu'une seule interface Ethernet ici qui s'appelle INP0S3. Actuellement, cette interface elle est configurée en mode DHCP, donc on va changer le mode DHCP pour mettre en mode statique et spécifier manuellement les adresses IP. Alors pour l'instant, j'ai configuré ma machine, comme vous le voyez ici, j'utilise VirtualBox, c'est cette machine, je l'ai configurée en mode bridge. D'accord, si vous allez à Network, vous voyez que c'est en mode bridge. Donc, vous pouvez, par défaut, quand vous installez votre machine sur VirtualBox, il vient en mode NAT.
En mode NAT, par exemple, en fait, la machine ne peut pas être accessible de l'extérieur. Par contre, en mode bridge, je vais en fait partager le réseau physique ici. Là. Donc, ma machine va être sur le même réseau que mon routeur. Ce qui permet à cette machine, par exemple, de communiquer directement avec le routeur. Au cas où je configure la machine en mode DHCP pour obtenir directement une adresse IP du routeur. Et cela me permet aussi, à partir d'une autre machine qui se trouve dans mon réseau physique ici, de pouvoir faire un SSH sur cette machine-là, puisqu'on se trouve tous dans le même réseau physique. Alors ici, même chose ici, je vais configurer la machine avec une plage d'adresse de mon réseau physique ici. Donc la même plage d'adresse utilisée ou attribuée par mon routeur, etc. Alors, sans plus tarder, donc on va voir comment le faire. Donc pour changer l'adresse IP d'une interface, il faut être root. Donc je vais devenir root. Et comme je l'ai dit, les fichiers de configuration des interfaces se trouvent dans sysconfig, etc sysconfig network script. D'accord, je vais dans ce répertoire, je vais lister le contenu. Ici, j'ai qu'une seule interface, comme je l'ai dit, c'est l'interface INP0S3. Et les fichiers d'interface sont en général précédés par le terme IFC, qui veut dire AF. CFG, ça veut dire tout simplement configuration. AFCFG -UV, tout simplement du nom de l'interface. Alors, pour attribuer une adresse IP à cette interface, je vais devoir éditer son fichier de configuration, comme ici. Donc ici, il y a quelques paramètres, comme par exemple ici, le type. Ça, par défaut, vous avez toutes ces informations déjà dans le fichier de configuration. Donc le type de l'interface est une interface Ethernet. Je n'utilise pas ici, en fait, un proxy serveur pour naviguer sur Internet. Donc proxy method none, browser only no, boot protocol. Alors, ici, vous voyez que c'est configuré en mode DHCP, c'est-à-dire que cette machine est un client DHCP. Il a obtenu son adresse auprès de routeur, qui actuellement joue le rôle du serveur DHCP ici. Donc ici, je suis en mode DHCP. Donc si je dois attribuer une adresse IP ici statiquement, manuellement, je dois désactiver le DHCP, c'est-à-dire tout simplement changer le boot protocol à none. None, ça veut dire de ne pas utiliser un protocole d'autoconfiguration ici. Donc ici, je mets un none, ça veut dire tout simplement que je vais choisir de faire une configuration manuelle où je vais moi-même spécifier l'adresse IP, le masque, le gateway et le DNS. Alors, def route, ça veut dire default routes. Default route, ça veut dire tout simplement la route par défaut est configurée sur cette interface, c'est pour ça que c'est cet AIS. IPv4 failure fatal à no, ça veut dire tout simplement que de ne pas désactiver les interfaces en cas d'une configuration IPv4 incorrecte. Et ici, par exemple, IPv6 init égale à yes, ça veut dire c'est pour initialiser l'adressage IPv6 sur cette interface. Vous avez le IPv6 autoconf égale à yes. Ça, c'est pour le Slack, c'est pour permettre à la machine de s'auto-configurer avec une adresse de link locale. IPv6 defroot. Yes, ça veut dire tout simplement que cette interface va avoir en fait une route par défaut pour l'adresse IPv6. C'est yes. Même chose ici en cas de configuration, d'erreur de configuration IPv6, de ne pas désactiver l'interface. C'est pour ça que c'est cet anneau. IPv6 adresse gen mode stable privacy. Par défaut, si vous utilisez l'autoconfiguration IPv6, l'adresse de link local est créée à partir de l'adresse MAC, et donc par conséquent ça peut poser un certain nombre de problèmes de sécurité. Et donc dans le cas de stable privacy, l'adresse de link local est générée à partir des nombres aléatoires pour protéger la privacité de la machine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le stable privacy. L'adresse de link local est générée de façon aléatoire pour des questions de sécurité. Alors name, ici ça représente le nom de l'interface. Comme vous voyez ici, c'est INP0S3. Ça, c'est le UID, l'unique identifiant attribué par le noyau à cette interface. Vous avez ensuite le device, qui est le nom de l'interface aussi. On boot AES, ça veut dire tout simplement d'activer l'interface durant le boot. Alors donc ici, les éléments les plus importants, c'est d'abord le boot proto. Au cas où vous voulez faire une configuration statique manuelle, changez le boot protocol à none, et ensuite vous devez venir ici spécifier votre adresse IP. Alors ici, si je veux attribuer
l'adresse IP ici, 192.168.1.165 à ma machine. Je dois m'assurer que cette adresse n'est pas utilisée par une autre machine dans mon réseau ici. Donc, normalement, ce que je devais faire, c'était d'essayer de pinguer l'adresse pour voir si c'est pas utilisé par une autre machine. 192.168.1.165. C'est de pinguer cette adresse. Bon, vous voyez, il ne répond pas. Donc, ça veut dire tout simplement que cette adresse-là n'est pas actuellement utilisée par une machine dans mon réseau. Donc, je peux l'attribuer à ma machine. Donc, j'édite l'interface ici. Alors, je vais spécifier l'adresse IP manuellement ici. Donc, en tapant IP et DDR, IP adresse. Comment vous spécifiez votre IP adresse en tapant IP et DDR, qui veut dire en anglais IP adresse, et vous spécifiez votre IP adresse 168.1.165 dans mon cas. Ensuite, vous utilisez le terme netmask pour spécifier le masque de sous-réseau. Ici, dans mon cas, mon masque de sous-réseau, c'est 3 x 255.255.0. Ok, ensuite vous devez spécifier votre passerelle ou encore votre gateway. Alors ma passerelle ici dans mon réseau local, c'est mon routeur qui me donne accès à internet. Son adresse est 192.168.1.1. et ensuite vous devez spécifier le serveur de nom ou encore votre serveur DNS qui va se charger de résoudre les noms des domaines en adresse IP. Alors je peux utiliser le serveur de DNS de Google ici. Donc vous pouvez avoir plusieurs serveurs DNS. Par exemple ici, le premier sera utilisé par défaut. Par exemple, je peux dire ok, au cas où le serveur DNS de Google n'est pas fonctionnel ou n'est pas disponible, alors utilisez mon routeur, de passer par mon routeur pour résoudre les noms. Ok, donc je vais mettre ici 1.1 qui représente ici l'adresse IP de mon routeur. Ok, ensuite je vais sauvegarder la configuration. Une fois que j'ai sauvegardé la configuration, je dois déactiver l'interface et la réactiver pour que cette adresse soit automatiquement prise en compte. Alors voilà comment je vais faire. Je vais faire AF-down, suivi du nom de l'interface INP0S3. Voilà, je déactive l'interface et ensuite je la réactive. AF-up. Ok, suivi du nom de l'interface INP0S3. Ok, ne faites pas ça si vous êtes connecté à l'interface par le biais de quelque chose comme le PuTTY. Donc si vous êtes connecté sur l'interface par le SSH et vous déactivez l'interface, il va automatiquement vous jeter dehors, vous déconnecter si vous voulez. Alors après avoir déactivé et réactivé l'interface, vous allez voir tout simplement que donc on peut utiliser la commande afconfig pour voir qu'effectivement que la nouvelle adresse maintenant c'est 192.168.1.65. Alors je peux vérifier que je peux communiquer avec cette adresse en essayant de pinguer mon routeur local ici qui est à l'adresse 168.1.1. Vous voyez, le routeur local répond. Et je peux même vérifier que effectivement je peux pinguer Google pour démontrer tout simplement que mon serveur de nom arrive bien à résoudre les noms. Donc, vous voyez par exemple ici je peux communiquer pinguer Google. Donc ça montre tout simplement que mon serveur DNS fonctionne correctement et il résout les noms de domaine pour ma machine. Ok. Alors regardons un peu comment on peut vérifier certaines configurations. Donc on avait déjà parlé de IP address show qui permet de montrer l'adresse IP de la machine afconfig, IP link show qui permet de montrer les différentes interfaces sans préciser les adresses IP, etc. Alors on peut aussi vérifier quel est le gateway ou encore la passerelle utilisée en tapant la commande IP route show ou bien la commande netstat-nr. Donc netstat-n, ça veut dire tout simplement numerical or pour spécifier la table de routage. Donc sans plus tarder, cela permet de voir un peu la configuration de la passerelle par défaut. Donc vous pouvez faire tout simplement IP route show pour voir votre configuration de routage ou encore la table de routage de votre machine. Donc ici il vous dit la route par défaut. Donc vous voyez default via c'est pour dire tout simplement le routeur par défaut ici ou la passerelle par défaut pour adresse IP 192.168.1.1. L'interface qui va vers le routeur, ça va être INP0S3. Le protocole, c'est-à-dire que cette configuration elle est faite de façon statique et la métrique qui est par défaut de 100. Ok. Et ensuite vous avez l'adresse du réseau local qui est l'adresse du réseau dans lequel se trouve cette interface. Donc ici c'est 192.168.1.0/24 device. Donc c'est par le biais
de l'interface, donc cette interface qui est connectée à ce réseau. D'accord. Pour atteindre ce réseau, on passe par l'interface INP0S3. Le protocole, pas de protocole, le process est géré par le noyau et la portée de la communication c'est au niveau du lien, donc ça va être en fait une communication au niveau local et la source des communications ça va être le serveur lui-même comme vous le voyez ici, ça c'est l'adresse IP de l'interface qui nous connecte à ce réseau là qui représente notre réseau local ici. Et ça c'est l'adresse de VRBR0. Vous voyez par exemple en fait il vous affiche en fait tous les réseaux connectés à cette machine, les interfaces par lesquelles on peut passer pour atteindre ces réseaux-là ou pour communiquer avec ces réseaux. Alors ça, c'est très important. Alors, on peut aussi utiliser la commande netstat-nr pour voir la passerelle par défaut utilisée. La route par défaut a pour destination 00 et le masque 00, comme vous le voyez ici. Donc ça représente l'adresse de la passerelle par défaut. Et vous avez ce flag-là, en général, U, ça veut dire app, et G, ça veut dire ça, c'est le default gateway. Et vous avez certains paramètres tels que le maximum segment size, etc., le Windows, le round trip, etc., et l'interface de sortie. Par exemple, ici, l'interface de sortie pour aller vers le routeur par défaut ou la passerelle par défaut, ça va être l'interface INP0S3, l'interface par défaut qu'il faut utiliser pour atteindre le réseau local. Ici, 192.168.1.0, ça va être toujours l'interface INP0S3, etc. Et ça, c'est l'adresse du réseau attachée à l'interface VRBR0, comme on l'a vu. Et donc, pour communiquer avec ce réseau, on passe par l'interface VRBR0. Ok, donc ici, on voit très bien que la passerelle par défaut utilisée, ici, c'est 192.1.1. En termes de DNS configuration, par défaut, le DNS est placé, la configuration de DNS est placée sur l'interface elle-même et ensuite le Network Manager va prendre l'information et le mettre dans un fichier qui s'appelle le etc-resolve.conf. Okay, donc si vous affichez le contenu de etc-resolve.conf, comme vous pouvez le voir ici, cette information a été automatiquement générée par le Network Manager. Donc le fichier etc-resolve.conf contient les informations du serveur de nom utilisé par la machine. Donc ici, name server, c'est pour spécifier quel serveur DNS est utilisé par la machine courante. Ok, donc on dit très bien qu'il y a deux serveurs de nom spécifiés ici. Vous avez le premier serveur de nom qui a pour adresse 8.8 qui représente le serveur DNS de Google et le deuxième serveur de nom ici que j'avais spécifié, c'est mon routeur. Ok, et vous avez aussi le name server, donc aussi pour le cas des adresses IPv6, ça représente l'adresse IPv6 de mon routeur ici. Ok. Voilà donc globalement comment vérifier les différents paramètres de votre réseau. Alors sans plus tarder, regardons comment on peut faire une configuration DHCP. Alors pour la configuration DHCP, comme on l'avait dit, c'est très simple. Donc ici, pour configurer votre machine en mode DHCP, il suffit d'aller dans le répertoire sysconfig network script, comme on l'a spécifié, et éditer le fichier de configuration de l'interface. Donc ici c'est AFCFJ, CFJ, AF, interface CFJ, suivi de le nom de l'interface. Je vais l'éditer au cas où je voudrais configurer cette machine pour être client DHCP et de s'auto-configurer à partir du serveur DHCP. J'ai juste besoin de venir ici. Donc ici, le boot protocole, je dois le mettre sur DHCP pour dire tout simplement que le protocole à utiliser pour configurer cette interface, ça va être le DHCP. Donc je vais mettre DHCP ici. Et voilà, donc c'est tout. Donc je m'assure que le on boot est set à yes, pour dire tout simplement d'activer l'interface au démarrage. Et je me débarrasse des adresses IP manuelles que j'avais précédemment configurées. Voilà, donc pour réellement utiliser le DHCP, c'est très simple. Vous avez juste besoin de configurer le boot protocole et de le mettre sur DHCP et de vous assurer que le on boot est set à yes pour que l'interface soit active au démarrage, au cas où on redémarre la machine. Et il suffit tout simplement de sauvegarder et de déactiver et réactiver l'interface. Une fois que vous réactivez l'interface, la machine dans le background va initier automatiquement les requêtes DHCP et va essayer d'obtenir une adresse IP auprès du routeur. Alors regardons quelle est l'adresse courante. On sait que à présent la machine utilise cette adresse IP. Maintenant je vais déactiver l'interface en utilisant, en tapant ifdown INP0S3, déactive et je la réactive à nouveau faisant ifapp suivi du nom de l'interface INP0S3. Ok.
Alors maintenant, regardons ce qui s'est passé. Alors là, après avoir fait ça, puisque j'ai configuré la machine en mode DHCP, il va obtenir maintenant une nouvelle adresse. Comme vous l'avez vu, cette adresse a été obtenue dynamiquement par le biais du DHCP. Donc la machine a fait une requête et il a obtenu cette adresse-là auprès du DHCP. Et mon DHCP actuellement ici dans mon réseau, c'est le routeur lui-même. Comme on peut le noter ici, ça c'est la nouvelle adresse et que je peux effectivement pinguer, si vous voulez, le routeur, donc 192.168.1.1. Je peux vérifier en fait comment on appelle ça, donc comment je vérifie que je peux me connecter à Internet en pingant google.com. Vous voyez, donc Google répond, ça veut dire tout simplement mon gateway, ma passerelle fonctionne correctement, mon système est capable de résoudre les noms. Alors si je regarde quelle configuration j'ai reçue, donc vous voyez qu'ici, cette fois-ci, le Network Manager a récupéré l'information fournie par le serveur DHCP. D'accord, le serveur DHCP a fourni l'information du DNS, donc il a fourni cette adresse comme le serveur de DNS, et donc le Network Manager a pris ces informations pour configurer automatiquement le etc resolve.conf avec, comme vous pouvez le voir ici, et ce qui me permet ainsi de pouvoir résoudre les noms directement. Ok. Donc ça, tout ce qu'on a vu, c'est dans le cadre de IPv4. Donc avant de voir la partie IPv6, on va devoir d'abord voir comment utiliser le Network Manager pour configurer les interfaces, sans passer par les fichiers de configuration.